Voilà, on va continuer tout de suite sur ces 40 ans d'investissement solidaire au service du développement du Sud avec la première table ronde. Et donc, j'invite tout le monde de venir ici autour de Anne-Sophie Bougain, notre directrice administrative financière. Donc, Professor John Duba, please take your seat. The Centenary Group, Mohamed Atanda, demain, Abdourahmane Oudrago, Geneviève Guénard, bien sûr, Danny Maclouf et Françoise Michaud. Et on aura une personne de plus qui se rejoint Fernout, Madame Keita Amourata Maïga, par physio. Donc ça va aussi finir. Merci Nicolas, merci Sylvie pour cette introduction très riche qui va nous servir de fil conducteur pour cette première table ronde. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui et merci à nos panélistes, assez nombreux pour ce premier tour de table, que je vais présenter rapidement. Donc, professeur John Dumba Sentamou, vous êtes professeur d'économie à l'université de Makerere d'Ouganda, université dont vous avez été le vice-chancelier. Vous avez été président de Centenary Bank Ouganda de 2002 à 2019, puis de Centenary Group depuis, contrôlé par l'épiscopat catholique ougandais. Mohamed Atenda, vous avez plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la finance inclusive. Vous êtes auditeur qualifié sur l'outil d'audit social SPI de Cerise SPTF et formateur sur plusieurs de ses modules. En 2008, vous avez rejoint le réseau africain MIN, Microfinance African Institutions Network, et vous en avez pris la direction en 2014. Amourata Maïga, j'espère que vous êtes présente avec nous, même si on ne vous voit pas et que vous nous entendez. Vous travaillez depuis 23 ans pour Nisigeso, réseau mutualiste d'épargne-crédit du Mali. Bonjour Amourata. Vous avez occupé de nombreux postes, dont chef d'agence, directrice de la caisse de Bamako et depuis juin 2010, directrice de l'inspection du réseau. Vous venez d'être nommée directrice générale adjointe et prendrez votre nouvelle fonction en janvier 2014. Bienvenue parmi nous. 2024, tout à fait. Abdourahmane Ouedraogo, vous êtes le directeur général de l'UBTEC NAM, institution de microfinance basée au nord du Burkina Faso. Depuis 2018, vous êtes également chargé de programme sur le projet TAPSA, projet de transition pour une agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire. Geneviève Guénard, vous êtes religieuse auxiliatrice, ancienne économe de votre congrégation. Vous avez été la directrice administrative et financière du CCFD et dans ce cadre, membre du comité de gérance de la CIDI, puis présidente de CIDI Gestion Le Commandité jusqu'en septembre de cette année. Danny Maclouf, vous avez rejoint le Crédit Coopératif en 2020, où vous dirigez la direction de la stratégie. À ce titre, vous êtes chargé notamment du suivi des prises de participation et des filiales. Vous siégez au conseil d'administration de certaines d'entre elles, dont Impulse Investment Managers, aux côtés de la CIDI et de 3 fonds d'impact en France, en Europe de l'Est et sur la zone MENA. Françoise Michaud, vous avez eu une carrière de gynécologue médicale, engagée au sein de l'ACI, Action catholique des milieux indépendants depuis 1974. Vous avez eu différentes responsabilités et vous en avez été la vice-présidente pendant 4 ans. Actionnaire de la CIDI depuis 2017, vous avez été élu au CA de l'association de ESD qui regroupe les actionnaires, en particulier individuels, en juin de cette année et vous en êtes la présidente. Merci à tous pour votre présence cet après-midi. Donc, avant de vous donner la parole et de rentrer dans le débat, je voulais faire une brève introduction sur la première phase historique d'activité de la CIDI que peu d'entre nous ici connaissent. Donc, pendant une douzaine d'années, la CIDI a commencé d'abord par investir en direct dans la PME, puis via des sociétés d'investissement locales, et elle a contribué à créer ou développer une dizaine d'institutions dans une dizaine de pays. Ça a été une phase expérimentale pour la CIDI. Peu de ces institutions ont trouvé leur modèle économique,
mais un certain nombre quand même, quelques-unes, ont perduré et continuent à fournir des services financiers au tissu économique local, et notamment la CIPEM, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, à Madagascar, institution qui, il y a quelques années, a obtenu un agrément bancaire et qui continue donc à fournir des services de financement à la PME à Madagascar, dont la CIDI est actionnaire et membre du conseil d'administration. C'est également le cas de Alamana au Maroc, institution de microfinance, principale institution de microfinance du pays, qui est une émanation d'une de ces petites sociétés d'investissement locales et que la CIDI a appuyé financièrement pendant des années. Et aujourd'hui, la CIDI continue à l'accompagner, mais plus au niveau de la gouvernance. Suite à ces premières 10 années d'expérimentation, une évaluation de la CIDI a été réalisée, qui a conduit à des réorientations stratégiques significatives et notamment à la volonté de réorienter le ciblage, comme Sylvie l'expliquait, sur les populations les plus vulnérables, exclues des systèmes financiers classiques, et donc vers le financement de la micro-entreprise. C'est, on va dire, la période aussi de l'essor de la microfinance. C'est dans ce cadre-là que la CIDI a démarré et croisé la route de Centenary Bank en Ouganda, donc il y a 30 ans maintenant. La CIDI est rentrée au capital au début de la création de la banque et détient encore aujourd'hui 10% de la holding et siège au conseil d'administration. Professeur Doumbah, cela fait donc 30 ans que la CIDI chemine aux côtés de Centenary Bank. Pourriez-vous décrire les grandes étapes du développement et de la structuration de cette institution remarquable et du partenariat avec la CIDI? Merci beaucoup pour cette excellente opportunité. Toutes mes salutations à tous les intervenants et à toutes les intervenantes. Merci beaucoup pour l'invitation. Centenary Bank va également fêter un anniversaire important cette année. Et nous allons fêter notre anniversaire le 9 décembre à Kampala, en Ouganda. Permettez-moi d'abord de décrire les jalons importants de notre trajectoire et les jalons de notre partenariat avec la CIDI. D'abord, nous avons connu une période de transformation. Ensuite, l'autre jalon le plus important, c'est l'accroissement de la visibilité de notre organisation. La CIDI nous a beaucoup aidés avec notre transformation et avec notre mission pour devenir plus visible. Centenary Bank a été créée en 1983 en tant que trust ou fondation fiduciaire. Le nom était Centenary Rural Development Trust en anglais. Peu après son établissement, nous avons été confrontés à un certain nombre de difficultés, notamment un manque de financement, un manque d'assistants techniques, une mauvaise gouvernance, etc. Et en général, on avait un manque de capacité. La fondation fiduciaire a failli s'effondrer. Et à ce moment-là, nous avons regardé autour de nous pour trouver des partenaires qui seraient susceptibles d'aider Centenary Bank, d'empêcher un effondrement de Centenary Bank. Donc, nous avons regardé autour de nous et nous avons trouvé la CIDI. Ça, c'était en 1981. Nous avons identifié la CIDI comme un partenaire potentiel. Et la CIDI nous a fourni des financements ainsi qu'une expertise technique. Et la CIDI est devenue finalement un actionnaire. Cette aide de la part de la CIDI nous a aidés à survivre tout simplement. La CIDI nous a fourni une aide technique précieuse et cette aide nous a permis de croître. Donc cela, c'était la première transformation. Par conséquent, nous sommes passés d'une fondation fiduciaire à une banque commerciale à part entière. Donc nous sommes passés d'une fondation fiduciaire locale à une banque commerciale.
Centenary Bank, grâce à la CIDI, grâce à Christian et aux autres qui sont présents ici. Après cette transformation, nous avons acquis 6 filiales de la part d'une banque qui allait s'effondrer, qui s'appelait Cooperative Bank. Ensuite, nous avons connu une véritable croissance. Et après 15 ans d'existence, Centenary Bank a commencé à verser des dividendes aux actionnaires. Donc cela, c'était la première transformation. Nous sommes passés d'une fondation fiduciaire à une banque commerciale. Ensuite, la deuxième transformation, le deuxième grand jalon que nous devons à la CIDI d'ailleurs. En 2018, il était nécessaire d'opérer une autre transformation pour devenir un groupe. Il y avait un véritable besoin de diversification, de transformation. Nous voulions devenir un groupe et non pas seulement une banque commerciale. Alors, il faut avoir 50 actionnaires pour devenir un groupe. Nous n'avions que 24. Et puis, la CIDI, seule, sans aucune pression, a accepté de céder 2,3% de ses actionnaires pour nous permettre de chercher de nouveaux actionnaires afin de devenir un groupe. Donc la CIDI a cédé 2,3%. Et ensuite, nous sommes devenus une structure grâce à la CIDI. Et en partie grâce à Dominique. Dominique a joué un rôle très important. Dominique nous a aidés à former un groupe. Et à partir de ce jour-là, nous avons un groupe. Nous avons Centenary Bank Ouganda, Centenary Bank Malawi. Nous avons une fondation. Et nous avons un certain nombre de services techniques que nous proposons grâce à vous, grâce à la CIDI. Nous vous remercions du fond du cœur. Ensuite, la deuxième catégorie, pour ainsi dire, des jalons. Nous sommes devenus plus visibles grâce à la CIDI. Jusqu'à l'année 2013, Centenary Bank n'avait pas de locaux, tout simplement. En 2007, par conséquent, nous avons décidé de construire un bâtiment, un siège. C'est un bâtiment très impressionnant, l'un des bâtiments les plus impressionnants de l'Ouganda. Alors, à l'époque, nous avions certains partenaires qui nous ont aidés à construire ce bâtiment. Mais la CIDI était là pour nous aider, pour nous accompagner et pour permettre la construction de ce bâtiment. Donc, nous avons construit ce bâtiment. Et comme je l'ai dit, c'est l'un des bâtiments les plus impressionnants de l'Ouganda. Et après cela, nous sommes devenus beaucoup plus visibles. Ensuite, en 2022, nous avons pris une décision importante. Nous avons décidé d'étendre nos activités au-delà de l'Ouganda. Nous avons décidé de nouer un partenariat avec un partenaire au Malawi. Nous avons racheté une banque au Malawi. C'est la décision que nous avons prise en 2022. Parmi nos partenaires, il n'y a que la CIDI qui a soutenu cette décision, qui a soutenu la décision d'étendre notre marché et de racheter une banque au Malawi. Et c'est grâce à la CIDI, et c'est en partie grâce à Dominique qui nous a beaucoup soutenus et qui nous a aidés à étendre nos opérations au-delà de l'Ouganda. Nous avons vraiment profité de ce partenariat avec la CIDI. Je vous remercie beaucoup. Pouvez-vous juste rapidement nous dire quelle est la place aujourd'hui de Centenary Bank dans le contexte ougandais et même plus largement à l'échelle du secteur ou de la sous-région en termes
d'expansion au niveau du pays, de nombre de personnes bénéficiaires des services de Centenary Bank? La Centenary Bank, c'est la deuxième banque la plus importante en Ouganda. Il y a 2 millions de clients, 8 branches dans le pays, 8 filiales. Et 8000 agents. C'est la plus grande banque de microfinance en Afrique. Nous sommes en particulier concentrés sur la microfinance. Nous avons 200 machines à retirer et 3000 personnes en bénéficient en Ouganda. Nous faisons partie des 20 meilleures entreprises en termes de revenus en Ouganda. Mohamed, cela fait donc bientôt 30 ans que la CIDI, avec plusieurs de ses partenaires, dont la CIPEM à Madagascar, dont j'ai déjà parlé, et Centenary Bank, ont créé le réseau MAIN, Microfinance African Institutions Network, donc réseau de renforcement des capacités des IMF en Afrique, qui a beaucoup grandi depuis et qui contribue à donner de la visibilité aux institutions de microfinance sur l'ensemble du continent. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est constitué le MAIN et le rôle de ce réseau dans le secteur? Merci Anne-Sophie. Merci également à la CIDI qui a bien voulu inviter le réseau MAIN pour prendre part aux 40 ans de la CIDI. Joyeux anniversaire à la CIDI et j'espère que nous allons vous inviter bientôt aussi pour les 30 ans du réseau MAIN. Alors, l'histoire entre la CIDI et le réseau MAIN, c'est une histoire qui date quand même bientôt, comme vous l'aviez dit, d'une trentaine d'années. Donc la CIDI, quand la CIDI s'est constituée et avec le CCFD, ils ont voulu la CIDI en plus de 5 autres institutions dont la Centenary, CIPEM, FIDI en Côte d'Ivoire et IDM en Mauritanie se sont constitués pour dire nous sommes des institutions financières. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer un réseau pour fédérer les institutions afin que les ressources qui vont être mises à disposition puissent être utilisées à bon escient au profit des plus vulnérables ou au profit des plus pauvres dans le secteur ou dans la microfinance à pour but de servir. Donc c'est comme ça que ces 5 institutions se sont réunies en Côte d'Ivoire en 1995 pour mettre en place ce réseau. Et aujourd'hui, de 5 au 30 juin 2023, le nombre de membres est de 130 membres dans 25 pays. Il faut noter que le réseau, le membership du réseau est très diversifié. Nous avons les institutions de microfinance, nous avons des associations professionnelles, nous avons aussi des banques, nous avons des investisseurs sociaux et nous avons aussi des universités qui sont partenaires, qui nous aident à renforcer les capacités des acteurs de l'inclusion financière. Pour dire que aujourd'hui, dans le contexte africain, le réseau MAIN a su quand même, grâce à la CIDI, prendre une place très importante et nous faisons partie des co-organisateurs de la Semaine africaine de la microfinance qui a eu lieu récemment à Lomé du 16 au 20 octobre 2023 et j'espère qu'il y a certains participants qui étaient à la SAM et qui même ont eu à féliciter l'organisation de ces 10 ans de la Semaine européenne, de la Semaine africaine de la microfinance, dont le MAIN fait partie des initiateurs et la première initiative ou la première réunion ou la première conférence a eu lieu en 2013 à Arusha. Pour dire aujourd'hui, dans le paysage africain, le réseau MAIN est le seul qui est encore résilient et fait ses preuves dans le secteur. Donc, en 2017, il y avait un réseau qui s'appelait AMT, African Microfinance Transparency, qui ne tenait plus bon.
Donc les promoteurs de ce réseau ont contacté le réseau MEN pour demander est-ce que vous êtes prêts à fusionner et à absorber ce réseau. Donc en 2017, le MEN a absorbé AMT. Donc depuis 2017-2018, le MEN est devenu l'institution par excellence qui promeut les initiatives de transparence sur le continent africain. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'inclusion financière responsable, inclusion financière sociale et de l'inclusion financière éthique sans parler de la transparence. Les acteurs de l'inclusion financière doivent être transparents vis-à-vis de leurs bénéficiaires, c'est-à-dire les bénéficiaires finaux qui sont les pauvres, les plus vulnérables dont ils ont l'obligation, dont l'objectif est de servir. Voilà en quelque sorte l'historique du réseau MEN. Et d'ailleurs, avez-vous, au fur et à mesure de la structuration du secteur, vu des évolutions dans les demandes de formation des membres, et avez-vous une idée du nombre d'institutions que vous avez contribué à supporter à travers ces formations et du nombre de personnes que vous avez formées? Merci Madame la modératrice. Effectivement, le secteur aujourd'hui de l'inclusion financière est très dynamique. Et à l'entame, Nicolas l'a dit tout à l'heure, que quand la microfinance avait commencé dans les années 80, les besoins aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Le secteur, il est très dynamique, il n'est pas statique. Et comme évolution aujourd'hui, c'est une des innovations ou un des défis aujourd'hui, c'est la digitalisation. Et on a organisé plusieurs activités, plusieurs rencontres pour renforcer nos membres sur cette thématique. Autre défi aujourd'hui, c'est la mobilisation également des ressources, qui constitue quand même un défi, un grand défi pour les institutions de microfinance. Et je lance un appel ici déjà aux actionnaires et à la CIDI, que effectivement la CIDI fait déjà beaucoup de choses, mais il reste encore beaucoup à faire. Le message est passé. Merci. Et nous espérons que les institutions de microfinance pourront avoir les ressources nécessaires afin que les pauvres, afin que les plus vulnérables puissent bénéficier, comme l'a dit la présidente du CCFD dans ses propos, de ce petit 1, 2, 3, 4, 5 dollars pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux qui est la pauvreté, afin de mener des activités génératrices de revenus. Par rapport aux statistiques que vous demandez, alors le nombre de personnes formées, d'abord, les 130 membres du MEN desservent en tout 14 500 bénéficiaires finaux qui bénéficient des services financiers et non financiers des systèmes ou des institutions de microfinance. 14,5 millions de bénéficiaires finaux. Alors, le nombre de sessions de formation organisées à ce jour, nous sommes à 92 sessions de formation. Le nombre de personnes formées, ça tourne autour de 42 000. Voilà quelques chiffres que je peux partager avec vous. Merci. Donc, en attendant, je me tourne vers Abdou Rasmané. Donc, l'UBTEC NAM est une institution de microfinance basée au nord du Burkina et donc à forte portée rurale. Pourriez-vous nous dire comment vous opérez dans la région, en particulier auprès des producteurs? Merci Anne-Sophie. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de me souhaiter joyeux anniversaire, parce que moi aussi je viens d'avoir 40 ans, comme la CIDI. Donc, je nous souhaite joyeux anniversaire, la CIDI et moi. Donc, merci. Effectivement, UBTEC intervient dans le nord du Burkina, la zone la plus, comment dirais-je, la plus aride du pays, avec énormément de défis, des défis climatiques, des défis sécuritaires et sanitaires, énormément de défis. Et UBTEC intervient dans ces contextes en apportant des services financiers et non financiers aux populations les plus vulnérables, notamment les paysans qui mènent des activités agricoles dans ces zones. Et
il faut noter que IBTEC a été créé par la plus grande organisation paysanne du Burkina, qui s'appelle la Fédération nationale des groupements NAM, qui compte 90 unions membres de cette fédération. Et dans notre stratégie, nous suivons les traces de ces unions pour implanter des caisses afin d'offrir des services financiers aux petits producteurs et aux petites productrices de ces différentes localités. Et dans notre stratégie, nous avons parfois l'accompagnement d'un certain nombre de partenaires, notamment la CIDI, qui nous a appuyés depuis 2010. Et cet appui a été possible grâce à l'intervention de Dominique Lessafle, qui avait été recruté en son temps par SOS Fin Luxembourg pour assurer la restructuration des caisses et la mise en place d'une union. Et pendant l'assistance technique de Dominique Lessafle, qui assurait à la fois cette assistance technique et qui travaillait pour SOS Fin, il a eu à faire un certain nombre de diagnostics avec l'équipe technique de IBTEC, et ces diagnostics ont débouché sur la conception d'un certain nombre de mécanismes pour permettre la mobilisation de l'épargne et la transformation de cette épargne en microcrédit pour les bénéficiaires, notamment des cibles comme les femmes. C'est de là qu'on a développé un mécanisme comme les MISO, mutuelles de solidarité, qui est un mécanisme qui à la fois allie promotion de la solidarité et également mobilisation de l'épargne, octroi de crédit et éducation financière. Donc c'est à la fois une offre de services financiers, de services non financiers, mais de promotion de valeurs sociales. Donc ça va au-delà tout simplement de la microfinance. Et nous partons au-delà de tout ce qui est offre de services financiers et nous faisons de la promotion de la solidarité. Depuis 2018, vous intervenez dans le cadre du projet TAPSA, Transition vers une agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire, que je mentionnais en introduction, qui est financé par le CCFD Terre Solidaire, la CIDI et l'Agence française de développement. Comment travaillez-vous ces thématiques avec vos bénéficiaires? Ok, comme je l'ai dit tantôt, nous intervenons dans la zone la plus aride. Donc la zone qui, en tout cas, fait, comment dire, c'est une zone où on a énormément de défis climatiques. Il y a à peine 2-3 mois de pluie dans l'année, et donc l'accès à l'eau, ça pose un sérieux problème. Et en 2016, 2017, je dirais 2016, nous avons été confrontés à un événement environnemental, climatique, qui a impacté énormément notre activité. C'était le 9 avril 2016. Pour ceux qui connaissent le nord du Burkina ou le nord du Mali, c'est inimaginable d'avoir une pluie dans le mois d'avril. Et pourtant, c'est dans toute cette zone qu'on fait de la production maraîchère. C'est vrai que c'est la zone la moins arrosée du pays, mais c'est la zone où on produit pratiquement 70% des produits maraîchers destinés à la fois au reste du pays, mais également aux pays voisins comme le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. On s'est retrouvé en avril 2016 face à une inondation qui a décimé pratiquement toute la production. Et donc, nous qui avions presque 50% de notre portefeuille crédit qui est alloué au secteur agricole, nous nous sommes retrouvés face à ces drames
qui a impacté notre portefeuille. Mais on n'est pas resté les mains croisées, les bras croisés. Heureusement, on avait la CIDI à nos côtés. On avait un certain nombre de partenaires également, comme SOS Fin Luxembourg. Et ce qu'on a fait, on ne s'est pas apitoyé sur notre sort. On a décidé tout simplement de nous mettre ensemble avec nos producteurs pour essayer d'imaginer un mécanisme d'accompagnement qui va permettre de répondre aux défis en termes de changement climatique. Et c'est de là qu'on a, grâce également à un projet financé par le CCFD et l'AFD, dans une première phase qui s'appelait le PAIS, le programme d'appui aux initiatives économiques contribuant à une transformation écologique et sociale. Nous avons bénéficié d'un appui pour développer une politique de financement de la transition agroécologique. Et dans un premier temps, nous avons conduit des études avec l'accompagnement d'Emmanuel Villot, dont la CIDI avait mis à notre disposition pour nous assister techniquement. Et au cours de cette étude, nous avons, dans un premier temps, étudié la vulnérabilité des exploitations agricoles familiales, ce qui nous a permis de déterminer à la fois les besoins en termes d'investissement, en termes d'équipement, et d'identifier par la suite également l'ensemble des pratiques dont on estimait que c'était des pratiques respectueuses de l'environnement. Et on s'est exercé à évaluer la rentabilité économique de ces pratiques. Parmi ces pratiques, on avait des pratiques comme des pratiques de récupération des terres dégradées, des pratiques de gestion durable des terres, des pratiques de gestion de l'eau, et ainsi de suite, et d'utilisation, par exemple, d'intrants organiques. Et toutes ces pratiques, nous les avons recensées, évalué leur rentabilité économique en fonction du temps, et par la suite, nous avons bâti une politique incitative pour inciter l'adoption de ces pratiques-là. Et très rapidement, les paysans ont été très réceptifs. Il y a eu énormément d'engouement, et nous avons, au niveau de cette politique incitative, donné la possibilité de bénéficier d'une bonification du taux d'intérêt ou tout simplement un renforcement des capacités au choix du bénéficiaire. Alors, donc, nous avons poursuivi et on se retrouve actuellement, par exemple, à l'exercice clos 2022, nous avons pu financer 2200 petits producteurs qui ont choisi d'adopter des pratiques respectueuses de l'environnement pour une enveloppe d'environ 2 milliards de francs CFA. Alors, au niveau des mutuelles de solidarité, nous sommes à 17 000 femmes actuellement bénéficiaires de l'accompagnement et avec un encours de crédit de plus de 1,2 milliard de francs CFA. Merci. Donc, c'est pour dire que c'est pour dire tout simplement que l'action de la CIDI, de SOS Fin, leur appui à l'endroit de IBTEC a permis tout simplement de toucher réellement des personnes vulnérables et notamment des petits producteurs agricoles et surtout des femmes qui n'ont pas du tout accès au crédit bancaire classique parce que tout simplement elles n'ont pas de garantie comme certains hommes. Et même en milieu rural, les hommes n'ont pas accès aux garanties. Et l'ensemble des mécanismes développés avec l'accompagnement de la CIDI ont permis de trouver la bonne approche pour soutenir ces bénéficiaires-là. Merci. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'au niveau technique, est-ce que nous allons pouvoir reprendre avec Amourata? Amourata, du coup, je vous repose la question. Donc, pouvez-vous nous présenter rapidement Nissi Guesso et surtout nous dire, parce qu'on sait que ces réseaux mutualistes d'Afrique de l'Ouest collectent des volumes d'épargne considérables, et comment se fait-il que vous avez du coup sollicité des financements auprès de la CIDI et de FEFISOL, compte tenu des ressources dont vous disposez par ailleurs?
Je salue tout le monde, mais permettez-moi de transmettre les salutations chaleureuses du réseau Nyesigiso à travers ses élus, ses cadres, les DG. Mon intervention s'articulera autour de 2 points avant de répondre à votre question. Je vais vous faire une brève présentation du réseau Nyesigiso. Je parlerai un peu du partenariat Nyesigiso-Sidi et pour finir, je répondrai à votre question sur nos besoins de refinancement auprès de la Sidi. Le réseau Nyesigiso est actionnaire dans plusieurs structures, dont le Fonds de garantie hypothécaire du Mali, la Banque malienne de solidarité, la Confédération des institutions que j'avais annoncée plus haut, et aussi il est membre auprès de plusieurs banques de la place. Pour ne pas monopoliser sur Nyesigiso, je m'en vais vous faire une brève présentation sur le partenariat entre Nyesigiso et la Sidi. Et cette collaboration a permis à Nyesigiso de bénéficier de certains financements. Pour dire exactement, Nyesigiso avait bénéficié de 3 financements auprès de la Sidi. Des financements le plus souvent seniors. Et actuellement, Nyesigiso négocie une demande de financement auprès de la Sidi qui est en cours de traitement. Comme élément de collaboration entre Nyesigiso et la Sidi, nous pouvons aussi parler de la participation de M. Jean-Baptiste Cousin, qui était à l'époque responsable des investissements de la Sidi, à l'AG de 2011 de Nyesigiso à Bamako. La Sidi a beaucoup contribué dans les relations avec Nyesigiso. Elle a permis à Nyesigiso de cerner des éléments importants qui sont, entre autres, la gestion de la performance sociale, environnementale, mais aussi des principes sur la protection du client et aussi des séances de formation dont les membres de Nyesigiso en ont bénéficié. Les accompagnements de la Sidi auprès de Nyesigiso sont multiples. Le peu de temps qu'on m'accorde ne me permet pas de l'approfondir. Mais cette confiance a facilité la mise en relation de Nyesigiso avec plusieurs partenaires de la Sidi. La Sidi a aidé Nyesigiso à un moment très difficile de sa vie. À un moment donné, Nyesigiso avait sérieusement des difficultés. Des partenaires, des anciens partenaires de Nyesigiso lui ont tourné le dos, mais la Sidi était là. Elle avait aidé à rehausser sa situation. Nous disons merci à la Sidi. Nous ne pouvons pas tout dire avec la pression de Anne-Marie sur mon temps d'intervention. Nous sommes passionnés de la finance rurale et agricole aujourd'hui à cause du professionnalisme de la Sidi. Nous suggérons à la Sidi de continuer à accompagner les institutions dans le besoin comme Nyesigiso, comme elle sait le faire. Et c'est là pour un développement social réussi. Pour finir mon intervention, je dirais à la Sidi que le réseau Nyesigiso lui souhaite une bonne chance pour l'ouverture de ces nouvelles représentations en Afrique, notamment à Ouganda et au Togo. Et nous disons vivement l'ouverture de sa représentation au Mali. Bon anniversaire de 40 ans à la Sidi et vivement les 50 ans de collaboration. Merci et bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup Amourata pour votre témoignage et merci aux partenaires pour ce premier tour de table qui illustre bien les différents modes d'intervention de la Sidi et la façon dont la Sidi essaye d'accompagner ses partenaires dans la durée, même dans les périodes difficiles pour les institutions et dans les contextes difficiles également. Maintenant, je vais me tourner vers Geneviève parce que cet accompagnement dans la durée,
il a été possible grâce à la nature des ressources dont la CIDI bénéficie, ces ressources ce capital patient, ces ressources d'accompagnement qui lui sont apportées par ses actionnaires fondateurs, que sont notamment le CCFD et les congrégations. Geneviève, vous avez à la fois cette double casquette. Pourriez-vous nous dire, au regard des différentes fonctions que vous avez occupées à la CIDI et en tant que sœur auxiliatrice, quelle a été pour vous la motivation et pour ceux que vous avez représentés dans ce projet de la CIDI? Alors, je voudrais dire que d'abord que la finance solidaire, c'est une aventure dont la pertinence ne s'est jamais démentie et qui a de beaux jours, vraiment je pense de très beaux jours devant elle, compte tenu aussi de la situation actuelle. Je voudrais juste vous citer pour commencer quelque chose qui m'avait beaucoup éclairé aux Semaines sociales en 2003. Paul Dembinski, qui était le directeur de l'Observatoire de la finance à Genève, disait « La finance solidaire inverse la logique. Ce n'est pas la légitimité de l'acte économique que l'on nie, mais c'est par lui que l'on veut atteindre des effets sociétaux, sociaux, en termes de liberté, d'écologie, de cohésion sociale, de lutte contre l'exclusion. Nos partenaires ont souvent utilisé le terme de finance inclusive. Ça n'est pas la finance que nous connaissons, a plutôt tendance à exclure qu'à inclure. Et la finance solidaire, c'est vraiment une autre finance. Cette volonté d'inclure, cette volonté de produire des effets positifs, c'est ce qui a marqué le début de l'engagement du CCFD ou des congrégations dans l'aventure de la finance solidaire. Alors, si je refais un tout petit peu d'histoire, dans les années 70, le CCFD avait déjà cherché à utiliser l'instrument économique pour servir le développement. Mais c'était des tout petits essais et compliqués. Et puis, dans les années 80, pour les moins jeunes d'entre nous, c'est l'événement Solidarnosc en Pologne. Et le CCFD va s'engager dans la Pologne pour apporter les dons. Mais dans ce cadre-là, le CCFD va rencontrer le comité du primat de Pologne, créé par Monseigneur Klemp, qui voulait promouvoir un développement économique et qui demandait du coup à ce qu'on puisse apporter non pas des dons, mais des capitaux remboursables pour soutenir le développement économique. Alors c'est rentré immédiatement en résonance avec ce que cherchait le CCFD. Et du coup, le CCFD a cherché comment pouvoir soutenir ça. Il ne pouvait pas le faire comme comité catholique contre la faim et pour le développement. Ça n'était pas possible d'afficher l'étiquette catholique pour pouvoir entrer dans toute une série de pays. Et puis pour récupérer des financements ailleurs et pour l'engager dans un autre pays, il fallait une autre structure que celle associative du CCFD. Et progressivement, c'est la décision de créer la CIDI qui s'est construite. Alors, le capital initial était de 500 000 francs. Si vous avez, et déjà, ça avait été quelque chose d'assez prodigieux. On s'était dit peut-être seulement 250 000, et le CCFD avait dit on monte à 500 000. Mais ça semblait vraiment déjà tout à fait dispendieux, quand on voit le point où on en est aujourd'hui. Les congrégations religieuses ont suivi dès le départ, parce que la construction d'un monde solidaire, ça fait partie de leur ADN. Donc aller avec le CCFD pour construire une nouvelle organisation qui allait soutenir une finance inclusive, c'était fondamental.
Mais dès 500 000 francs du départ, la CIDI a grossi assez vite. Et pour garder l'orientation politique, le CCFD détenait toujours 50% des actions de la CIDI. Mais quand la CIDI grossit, c'est difficile au CCFD de maintenir les 50%. Et à ce moment-là, les congrégations se sont engagées dans un pacte d'actionnaires avec la CIDI, avec le CCFD, en disant nous nous engageons ensemble à avoir 50% du pacte des actions et à garder l'orientation de la CIDI vers les plus pauvres et vers une finance qui ne cherche pas d'abord la rentabilité. Ça a été un élément important. Et puis, la CIDI a encore grandi, et il y a un moment donné où même les congrégations avec le CCFD ne pouvaient plus suivre ces 50%. Et donc, on a modifié la structure et on est passé en commandite par action. Et dans cette société en commandite par action, les congrégations sont venues à côté du CCFD pour tenir la commandite et continuer de garder cette orientation politique. C'est une aventure qui dure depuis longtemps et je pense qu'il durera longtemps. Merci. Simultanément à la création de la CIDI en 1983, les congrégations religieuses, à leur initiative, le CCFD va créer le Fonds commun de placement Fin et Développement en partenariat avec le Crédit Coopératif qui a structuré ce produit et qui a accepté de le commercialiser. Qu'est-ce qui a fait que le Crédit Coopératif s'est intéressé à cette initiative qui avait à l'époque l'air pour le moins risqué? Bonjour à tous. Oui, en fait, le Crédit Coopératif partage les mêmes valeurs que nous tous là aujourd'hui, que le CCFD qui était déjà client et partenaire, même avant 83. En fait, Geneviève parlait de Solidarnosc, qu'on avait travaillé ensemble pour soutenir Solidarnosc dans des envois de convois alimentaires et techniques. Et donc, en fait, dès le début, on a travaillé ensemble sur des valeurs communes, rendre le monde plus juste, plus inclusif, plus durable. On a les mêmes mots qui résonnent d'ailleurs dans le mot d'introduction de Sylvie tout à l'heure. Et donc, à l'époque, donc, il y a la création de CIDI avec tout ce qui est investissement et prêt, mais également le CCFD a souhaité faire une collecte de dons pérennes. Et il y a eu donc cette idée vraiment très innovante de créer ce fonds commun de placement où une partie, donc jusqu'à 50% des intérêts, entre autres, c'est surtout des fonds de dette, donc qui investissent dans des sociétés, et la moitié de la performance est reversée à la CIDI pour aider dans l'assistance technique. Donc ça a commencé en 83, et c'était une idée il y a les deux pères du fonds doivent être là aujourd'hui, c'est Carole Sachs du Crédit Coopératif et Jean-Paul Vigier du CCFD, ancien président du CCFD, collègue du CFD. Donc voilà, ça a été créé en 83 pour cette super chaîne de solidarité. Donc au nord, les épargnants, et dans le sud, les entrepreneurs et les personnes qui agissent. Il y a un cercle vertueux très rapidement qui s'est étendu à d'autres associations proches du CCFD, à la demande du CCFD, Terre des Hommes, Frères des Hommes, Comité français pour la solidarité. Et donc le fonds a bien démarré. Il est actuellement géré par notre filiale Ecofi. Vous allez rencontrer, on a deux dirigeants, je ne sais pas s'ils sont déjà là, Claire Martinetto et François Lette, qui seront là, donc n'hésitez pas à leur parler pendant la pause ou pendant le cocktail. Donc en fait, Ecofi gère le fonds depuis le début. Comme disait Geneviève tout à l'heure, c'est vraiment le premier produit de partage qui a été créé. Donc c'est la première création, que ce soit au niveau du crédit coopératif, voire même de l'Europe. Et c'est ce qui a donné naissance plus tard à la finance solidaire. En fait, le mot n'existait pas encore. Donc, pour revenir au crédit coopératif, nous, plus de la moitié de nos activités sont pour l'économie sociale et solidaire. Le nom n'existait pas encore d'ailleurs, qui date de 2014. Donc, grand succès, comme je vous disais, les encours ont atteint jusqu'à 60 millions d'euros. Et sur toute la période, donc sur les 40 ans accumulés, on a eu 27 millions d'euros de dons. Donc, la moitié de la performance, grosso modo, qui a fait 27 millions d'euros. Donc, qui a été distribué.
Il y a eu d'autres fonds, dont Agir pour le climat également, où il y a une part de partage réservée pour le CCFD. Donc ça c'est pour la partie fonds. Oui, alors malheureusement, on sait que ces produits d'épargne sont très dépendants des taux et que du coup l'élément don est aussi très dépendant des taux. Donc là, il y a un défi à relever pour l'avenir, pour arriver à stabiliser et trouver les moyens d'avoir des dons pérennes à travers ce type de produit. Oui, c'est vrai, dans les années 80, j'étais déjà né, donc j'ai plus de 40 ans, mais bon, je ne connaissais pas, en fait, les taux étaient très élevés, ils étaient déjà à 15%, donc c'est vrai, les performances étaient plus faciles que maintenant, et donc il y a une volatilité, tu as raison Anne-Sophie, et en fait, par exemple, en 2021, les fonds ont généré 500 000 euros de dons à peu près, en 2023, ça vient d'être clôturé, c'est 600 000 euros de dons. Mais en revanche, en 2022, il y a eu zéro, avec la hausse des taux, donc il y a eu zéro performance, donc zéro distribution. Et ce qui est bien, c'est que également nos prédécesseurs ont pensé à tout. Et le Crédit Coopératif a lancé il y a 20 ans des produits de partage. C'est grosso modo soit des livrets, soit des cartes. Le livret, c'est les LDD S, donc S comme solidaire, ou des livrets classiques qu'on appelle livrets Agir, où le client donc investit et il dit je peux donner 30, 50, 75% des performances à l'association que je veux. Il y a une quarantaine d'associations, de fondations, dont CCFD depuis 2011, qui sont bénéficiaires et qui touchent la moitié des intérêts, donc selon le fléchage demandé par le client. Et il y a également des cartes de crédit classiques, qu'on appelle les cartes Agir, où chaque paiement par le client génère un don. Donc c'est le client qui choisit à quelle association. Et également, s'il y a des retraits de cash aux ATM, dont parlait au DAB, le Crédit Coopératif abonde également. Ce qui fait, c'est grosso modo, c'est plus de 100 000 euros tous les ans de revenus, donc en plus des revenus des fonds. Peut-être des perspectives pour la CIDI à travers ces nouveaux mécanismes. Je me tourne vers Françoise. Dès le début, le capital de la CIDI a été ouvert aux actionnaires individuels. La CIDI en compte aujourd'hui près de 2000 et ESD a été créé en 89 et regroupe une grande partie de ces actionnaires citoyens. Comment s'est structurée la mobilisation citoyenne autour d'ESD pour doter la CIDI de ses ressources longues, patientes et solidaires pour lui permettre d'investir dans les pays du Sud ? Elle s'est structurée en sachant qu'on agit complètement à l'autre bout de la chaîne de la solidarité financière. Cette solidarité, elle marche parce que, le but, plutôt, c'est ce qui se passe dans ce que vous nous avez donné tout à l'heure dans les différents endroits où ça peut fonctionner. Mais nous, en tant qu'actionnaires, on est là pour apporter des financements, et là, au titre individuel. Donc ESD, c'est une association de 1901, alors que la CIDI, c'est une société d'investissement. L'ESD, c'est donc un regroupement d'actionnaires individuels pour l'instant, essentiellement, pardon. Et au fil des années, ça s'est accru numériquement, ce que Geneviève disait tout à l'heure, par rapport aux investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, il y a 1552 actionnaires donc à ESD, sur les 2070 actionnaires de la CIDI, et qui représentent aujourd'hui 33% du capital de la CIDI. L'objet de ESD, c'est d'abord et avant tout d'être pleinement associé au projet de la CIDI, avec 3 missions principales. L'une, c'est on se regroupe pour exprimer de manière collective la voix de tous ses membres auprès des institutions, notamment à l'Assemblée générale, où il se trouve qu'en adhérant à l'association ESD, les actionnaires de la CIDI finalement confient leur voix, et il n'y a plus l'expression se fait au nom d'une seule voix. La deuxième mission, c'est promouvoir en France donc ce développement de l'épargne de partage et d'investissement solidaire qui sera après à l'international, mais agir en France avec les organisations de conférences, de tables rondes, des formations. Et puis, une troisième mission principale, participer à la détermination des orientations de la CIDI. Le rôle principal de l'ESD, c'est d'agir auprès de la CIDI, donc assurer la promotion de l'actionnariat
eh bien, c'est agir en un véritable réseau qui existe autour de l'épargne et de l'investissement solidaire, avec la CIDI, avec le CCFD Terre Solidaire. Ces réseaux, ils se manifestent, d'une part, on fonctionne avec ce qui existe dans la CIDI, également un réseau qui existe, que certains ne connaissent pas, le réseau thématique de la finance solidaire, où il y a des groupes de travail identifiés, comme la formation, l'agroécologie, la transition socio-écologique, des salons, des ateliers LinkedIn, la rédaction de tribunes libres. Le tout, c'est de se faire connaître et d'agir en France. C'est donc une première mission, un premier rôle aux côtés de la CIDI. Et un deuxième rôle important, c'est d'être étroitement associé au niveau de la vie institutionnelle de la CIDI, à côté du comité de gérance, dont Nicolas a parlé tout à l'heure. Il y a deux institutions où l'ESD intervient, le comité de concertation et d'orientation, qui prépare les grandes orientations stratégiques de la CIDI, qui assure une gouvernance démocratique, et ESD donc, est ainsi associé à l'approbation de la charte éthique, du plan stratégique et de veiller à ce que ce soit respecté. À côté de ce qui s'appelle donc le CCO, le conseil de surveillance, lui, assure un contrôle permanent de la gestion de la société qui est réalisée par les gérants. C'est ainsi que siéger dans les instances de gouvernance à travers des représentants, eh bien, ça permet que tous les particuliers qui font partie de ESD, eh bien, ils pèsent collectivement dans ces décisions de la gouvernance. Et pouvez-vous nous dire quel est le profil de ces actionnaires individuels et vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a amené à devenir actionnaire de la CIDI? Alors, ce sont donc des personnes physiques qui sont souvent déjà impliquées au CCFD Terre Solidaire, mais qui souhaitent aider non plus seulement par des dons, mais par des prêts, des investissements. Et donc, on peut dire que prêter, c'est donner plusieurs fois. Donc, c'est aller un petit peu plus loin que simplement donner. Ça rejoint ce qui avait été dit tout à l'heure, ce que vous avez dit sur Solidarnosc. Également, c'est soutenir des acteurs locaux et non plus des actions en direct, puisque avec la CIDI, il y a des partenaires, et puis après, on voit des bénéficiaires localement, mais il y a cette connaissance du terrain qui attire certaines personnes. Également attiré par la priorité sociale et environnementale qui est donnée dans les actions de la CIDI. Qui sont ces actionnaires? Eh bien, en regardant la base des données de manière un peu rapide, mais ça permet de voir que dans plus de 10%, ce sont des couples. Donc, c'est non seulement personnel, mais c'est une histoire à deux. C'est aussi une histoire plus largement de famille, parce que dans la base, moi, j'ai retrouvé jusqu'à 10 actionnaires de la même famille. Et plus encore, une histoire de transmission dans les familles à travers 3 voire 4 générations. Quand on regarde les dates de naissance, on voit qu'il y a les mêmes noms. Donc on sent à quel point il y a des convictions dedans, de solidarité, de patience, de confiance des actionnaires qui acceptent de souscrire des actions. J'ai relevé des témoignages qui m'ont été faits sur une personne qui a témoigné, qui m'a dit, voilà, après avoir été économiste, financier et directeur d'agence à l'Agence française du développement, j'ai d'abord été consultant bénévole de la CIDI, puis, au bout de quelques années, partageant totalement les valeurs de la CIDI, il m'a semblé normal d'acheter quelques actions. Mais d'un autre côté, pour dire que les actionnaires sont très différents, un autre actionnaire, lui, m'a dit, ben voilà, ignare dans les mécanismes d'aide au développement, dans les mécanismes financiers, j'ai voulu que mon argent soit un soutien pérenne, me sentant ainsi utile, en confiant même pas beaucoup d'argent. Donc, comme quoi les profils sont très différents. En tout cas, tous, ces personnes, elles sont sensibles à utiliser un pouvoir d'agir dont ils disposent avec leur argent, ce qui a été déjà dit comme valeur, mais c'est vécu au niveau des actionnaires, en faveur d'un monde plus juste et respectueux de l'environnement. Donc là, j'ai parlé d'actionnaires individuels avec des personnes physiques, mais parmi les personnes qui sont à ESD, il y a aussi des personnes morales et notamment des congrégations religieuses, d'autres congrégations religieuses. Il m'a demandé de témoigner pourquoi je suis là, finalement, engagée au niveau de la CIDI. Donc j'ai repris mon histoire et je me suis rappelé que, j'ai retrouvé la date, le 13 février 2016, Jean-Paul Vigier, qui est quand même un des fondateurs de la CIDI, avait été invité à l'ACI. Et donc moi, l'ACI, c'était, je suis engagée, donc Anne-Sophie l'a dit depuis très longtemps. Je signale que ça avait été, je crois que c'est le terme, un des mouvements fondateurs du CCFD Terre Solidaire à sa création il y a 60 ans. Et donc dans cette journée, où c'était une journée de rencontre nationale
des délégués ACI au CCFD, celui qui était le responsable avait invité Jean-Paul Vigier. J'ai découvert la CIDI. J'ai découvert aussi ce jour-là que Gabriel Marc, qui avait été un président de la CI avant, était là comme co-créateur de la CIDI, en tant qu'alors de président du CCFD. Bon, voilà, j'ai appris ce jour-là que la CIDI existait. Et puis il se trouve que, ça c'était en février, au mois de novembre, on avait une rencontre internationale de l'ACI au Burkina Faso, et il y a eu un voyage qui a été organisé par... Il y avait 4 personnes qui étaient de la CIDI et qui ont demandé à Laurent Chéreau de nous organiser un voyage. Et là, ça a été une expérience fabuleuse où on a rencontré, et donc j'ai rencontré Abdou, voilà, on l'a rencontré à Ouïgouya, et on a eu 2 jours avec lui, il nous a accompagnés, où ça a été formidable dans toutes les rencontres que l'on a pu faire. On a visité les bureaux de l'UBTEC, et en arrivant, j'ai retrouvé que j'avais noté, il y avait une grande affiche marquée « Vous ne verrez plus les paysans de la même façon ». Et on a été allé visiter des museaux sur place, et on a aussi assisté à une assemblée générale où il y a plusieurs centaines de femmes qui défilaient avec des panneaux, juste c'était le dessin de ce qu'on leur prêtait. Donc il y avait 3 poules, des carottes, et elles ont défilé pendant très très longtemps. C'était vraiment très émouvant de les voir passer, très dignes, de belles femmes. Voilà, donc là je suis revenue un peu bouleversée, et puis j'ai réfléchi. Donc à l'époque c'était un peu difficile de trouver, acheter des actions, mais j'ai mis un certain temps, donc mais voilà, en août 2017, donc pas si longtemps que ça après, je suis devenue modestement actionnaire. En même temps, Laurent Chéreau était venu, toujours pour l'ACI, où on avait une rencontre nationale, nous parler de la finance solidaire. Donc ça m'a conforté dans ce que pouvait être cette finance solidaire. Voilà. Et puis, si je continue de témoigner, devenu actionnaire, j'ai été invitée au voyage qu'il y a eu en Équateur, qui devait avoir lieu en 2020, qui a été reporté en 2022. Et là encore, en ayant remarqué une chose, c'est que dans l'intervalle par rapport en 2022 sur 2016, il y avait eu beaucoup de progrès, je crois qu'on peut dire ça, au niveau de tout ce qui était sur l'écologie, l'environnement. Ça rejoint ce qu'a fait Abdou. Et au retour de l'Équateur, voilà, je suis rentrée un petit peu plus sur la CIDI et accepté donc des responsabilités à ce niveau. Merci. Donc là, merci pour votre témoignage qui, je l'espère, va nous permettre de mobiliser d'autres actionnaires comme vous. Il nous reste un quart d'heure pour normalement traiter un 2e tour de table, donc il va être très rapide. Je vous donne 2 minutes chacun pour nous dire en gros quels sont aujourd'hui les enjeux auxquels vous êtes confrontés dans vos organisations, et est-ce que la CIDI, par ses modes d'intervention, reste pertinente et peut continuer à vous appuyer à relever ces défis. Alors, professeur Dumba, si vous voulez prendre la parole. Donc 2 minutes maximum pour ne pas perturber la suite du programme, s'il vous plaît. La CIDI est extrêmement pertinente aujourd'hui. Nous sommes un groupe et notre mission, c'est de transformer la vie des gens. C'est la cohésion financière, c'est l'innovation, c'est le commerce. Il y a l'environnement aussi. On aimerait aller hors de l'Ouganda et la CIDI nous aide avec cela. La CIDI est toujours pertinente pour tous nos projets. Merci beaucoup. Abdou Rasmané, vous intervenez dans un contexte, vous nous l'avez dit, insécuritaire particulièrement difficile. Donc vous êtes confronté à des risques en permanence pour fournir vos services. Comment la CIDI peut vous aider dans ce contexte? Je pense que c'est le moment ou jamais pour la CIDI de poursuivre son accompagnement à UBTEC. Parce que c'est dans des moments aussi difficiles qu'il faut faire preuve de solidarité. Et je pense que la présidente du CCFD l'a rappelé lors de son allocution. Nous faisons face à d'énormes défis, des défis sécuritaires, géopolitiques, et je pense qu'on doit faire l'effort de surmonter un certain nombre de tensions qui nous opposent pour nous investir davantage dans des actions beaucoup plus solidaires. Et nous attendons de la CIDI
un accompagnement dans ces moments aussi difficiles. Merci. Mohamed, par rapport à une approche réseau comme celle que vous menez, il y a des thématiques importantes, la question de la transition écologique et sociale. La CIDI vous appuie sur ces thématiques. Qu'attendez-vous de la CIDI pour les années à venir? Merci Anne-Sophie. Effectivement, comme l'ont dit mes prédécesseurs, le partenariat entre la CIDI et le réseau MEN a tout son sens. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce partenariat qui a conduit la CIDI à demander au MEN d'héberger les salariés CIDI en Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, c'est le MEN qui héberge les salariés CIDI à Lomé. Et j'espère que pour les 50 ans à venir, Soluti Afrique de l'Ouest sera au MEN. Et autre défi qu'on pourra relever ensemble, comme vous le savez, le MEN a compris tôt l'ampleur de la transition écologique et sociale et l'a inscrit dans son plan stratégique. Et les 3 dernières années, ça a été quand même l'axe central sur lequel nous avons travaillé avec le soutien de l'Agence française de développement, la CIDI, la Fondation Acte et la Fondation Terre Solidaire. Et pour cette deuxième phase qui va commencer en 2024, je pense que la CIDI pourrait faire confiance et pourrait confier cette tâche au MEN qui aujourd'hui a même développé un premier manuel sur la méthodologie et les produits financiers verts. C'est le tout premier manuel aujourd'hui qui existe, que nous avions publié en marge de la semaine africaine de la microfinance. Donc, entre la CIDI et le réseau MEN, le parcours, les années à venir, les relations vont se consolider davantage. Et je tiens à remercier Christian Smith, qui quand même a appuyé longuement le réseau. Merci à Dominique Le Saffre également, pour dire que la CIDI, les directeurs généraux qui se sont succédés au niveau de la CIDI n'ont jamais ménagé aucun effort pour accompagner le réseau MEN pour qu'il devienne aujourd'hui un puissant outil de renforcement de capacité sur le continent africain. Je vous remercie. Merci. Donc effectivement, ça a été évoqué, hein, la CIDI appuie des organisations qui sont confrontées à des contextes difficiles. C'est le cas également de Nissi Guesso au Mali. Sylvie a mentionné le FID, qui est un mécanisme de couverture du risque très important pour la CIDI, qui nous permet de continuer à travailler dans ces zones géographiques. C'est les congrégations qui, jusqu'à aujourd'hui, ont principalement contribué à ces mécanismes de couverture du risque. Aujourd'hui, vu la recrudescence et l'augmentation, enfin, comme le disait Sylvie, hein, la succession de risques qui s'accumulent et non pas qui se succèdent, le FID aujourd'hui, enfin fin d'année, sera quasiment intégralement utilisé. Donc il y a un enjeu pour nous à continuer à trouver les moyens de développer ce type de mécanisme pour continuer à intervenir dans ces régions. Quelle perspective Alors, effectivement, les congrégations religieuses, parce que la gestion des biens est faite en commun, ont des moyens que ne peut pas avoir un individu dans sa famille, sauf s'il a une fortune absolument colossale. Donc ça, c'est un moyen des congrégations. Moi, je dirais à la CIDI, n'ayez pas peur de travailler avec les congrégations. Et je crois que l'essentiel, c'est de dire aux congrégations, on a besoin de vous et on pourrait inventer avec vous des mécanismes. C'est comme ça qu'on a inventé le FID, c'est aussi comme ça qu'on a soutenu la Fondation Terre Solidaire. Et je pense que les congrégations, même si pour beaucoup elles diminuent, elles vieillissent, ont des moyens, et que ces moyens qui ont été créés par de la solidarité, elles cherchent à les engager dans de la solidarité. Donc que la CIDI n'hésite pas à travailler avec les congrégations. Dany, pour le partenariat avec le CCFD, avec le Crédit Coopératif